pense que vous l'avez bien dit, hein, et c'est important que vous ayez, que vous portiez ce message. Quand on s'engage dans un conseil municipal, c'est parce qu'on a envie d'agir pour les autres, on a envie d'agir pour les habitants, voilà, en étant dans la décision de la collectivité dans laquelle on vit. Alors quand on s'engage comme ministre ou comme Premier ministre, c'est un peu la même idée, de se dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui aient envie de s'engager pour porter des politiques qui améliorent le quotidien des autres personnes, qui permettent de développer des emplois, qui permettent d'avoir une économie plus écologique. C'est la même idée que celle que vous avez eue, vous voyez. Et donc, du coup, comment on devient Premier ministre? J'ai pas forcément la recette, et puis je pense que chacun peut avoir aussi son chemin. Je pense que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir des envies. C'est important de prendre confiance. On l'a beaucoup entendu parmi les jeunes femmes avec lesquelles on a échangé. Il faut un rêve et il faut se dire qu'on va y arriver. Et une fois qu'on a ça, je pense que c'est assez simple. Et puis évidemment, il faut s'engager. Il faut évidemment travailler, mais il faut de l'engagement, de la volonté. Mais les points de départ, c'est un rêve et avoir confiance en soi. Ça, c'est les autres aussi qui peuvent vous aider à construire cette confiance. En tout cas, je pense qu'il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent « ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi ». Il faut aller au bout de ses rêves. Merci beaucoup. Assetou, tu as 17 ans, tu es scolarisé en première professionnelle au lycée Vent-Canson, ici au Mureau, en métier de la relation client. Tu es une jeune télémac, tu vas nous parler de ton parcours et de ce qui te plaît en ce moment dans tes cours, avant de poser une question à Madame la Première ministre. Bonjour à tous, je m'appelle Assetou, j'ai 17 ans, je suis au lycée Jacques Vaucanson. Alors moi, ce qui me plaît d'être actuellement à l'école, c'est de pouvoir continuer après mon bac, enfin l'obtention de mon bac j'espère, mon avenir, et surtout avec l'équipe de Télémac, c'est une très bonne équipe. On fait beaucoup d'ateliers sur la prise de parole en public, c'est ce qui fait que j'essaie d'être à l'aise devant vous actuellement. Et aussi, ils sont très pros et ça fait du bien d'avoir une équipe à part l'école avec laquelle on peut faire des sorties tout en restant professionnel. Et la question que j'aurais à vous poser, Madame la Première ministre, c'est quels étaient vos rêves étant jeune fille? Oui, c'est assez indiscret. Non, en fait, moi j'étais attirée par les sciences, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ça serait un peu long à raconter, mais je trouve que quand on a un parcours de vie difficile, ce qui est mon cas, et qu'il peut vous arriver des événements pas très agréables dans la vie personnelle, les sciences ont un côté rassurant. Il y a des choses logiques. Et donc, du coup, moi, ça m'a effectivement attirée. Et puis après ça, en s'accrochant, j'ai intégré une école. Ça m'a été bien utile parce qu'on était payé pour faire cette école, c'est Polytechnique. Et donc, ça m'a permis de financer mes études. Merci. Alors, on a vu le conseil municipal des enfants. On voit maintenant le conseil municipal des jeunes avec Lana, donc 15 ans, déjà engagée depuis plusieurs années. Tu peux nous dire un petit peu une action, par exemple, que vous avez réalisée au sein du conseil municipal des jeunes, et puis ta question. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Lana. Déjà, bienvenue au Mureau, et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. On vous invite d'ailleurs à revenir si vous vous y sentez bien. On va en parler avec monsieur le maire, en fait. En tant que jeune conseillère municipale de la ville des Mureaux, on a eu l'occasion de faire de nombreuses actions. Et concernant le droit des femmes, on est actuellement sur un projet de film qu'on souhaiterait présenter à un concours en Allemagne, dans lequel on parle de la condition de la femme dans la société et les dangers auxquels elle est confrontée. Du coup, voilà. Et la question que je voudrais vous poser, Madame la Première ministre, c'est nous, en tant que jeunes femmes, on a cette crainte de ne pas être aussi valorisées que les hommes, surtout sur le côté professionnel. Du coup, vous, en tant que Première ministre, qu'est-ce que vous pensez de cette crainte? Et comment, en tant que jeune femme, on pourrait participer à l'insertion des femmes dans notre société? C'est une question assez compliquée. Moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que dans toutes les entreprises, on peut vous garantir qu'il n'y a pas des différences dans les parcours professionnels selon que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme. Il reste du boulot à faire sur ces sujets-là.
la loi interdit les discriminations. Mais ensuite, dans la pratique, il peut encore y avoir des discriminations. Moi, je pense que c'est évidemment essentiel que les entreprises s'organisent pour soutenir les femmes dans leurs projets professionnels. C'est quelque chose qui peut déjà se faire en interne. Alors c'est plus vrai pour les grandes entreprises. Il y a souvent des réseaux de femmes. Et puis, moi, je crois, vous avez compris, au mentorat, à des modèles qui peuvent déjà vous inspirer. Et puis aussi des femmes ou des hommes qui sont prêts à prendre du temps pour vous donner confiance. Parce qu'il faut déjà ça, là encore, j'insiste beaucoup sur la confiance, et puis qui peuvent vous aider à faire des bonnes décisions, vous aider parfois aussi à dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, et à le dire de façon posée pour que ça se passe bien dans l'entreprise. En tout cas, c'est à la fois des choses... D'abord, c'est appliquer la loi pour les entreprises, et donc ça, c'est notre rôle de le vérifier, mais ensuite, les entreprises ont leur rôle, et il faut qu'on appuie aussi les jeunes femmes dans leur parcours professionnel, pour qu'elles prennent confiance en elles et qu'on les aide à des moments clés à faire les bons choix et puis à avoir le courage d'y aller. Parce que, franchement, comment vous dire ça, à chaque fois que j'ai eu à recruter des gens, vous voyez, qu'on a un poste, sans référence à une actualité du moment, vous êtes assez surpris de voir qu'il y a des messieurs qui vous disent « mais j'ai absolument aucun problème, je suis celui que vous cherchez », et vous dites bon, ça m'avait pas sauté aux yeux. Et puis vous avez des femmes à qui vous devez dire mais alors vraiment vous êtes la bonne personne, et elles vous disent ah non franchement il me manque beaucoup de choses. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à changer ça, vous voyez. Fatia, tu es en Master 2 et en stage chez Proxité. Tu habites au Mureau et tu es également très impliquée dans des associations au Mureau. Raconte-nous un peu ton quotidien. Bonjour à tous, je m'appelle Fatia, je suis étudiante en Master 2, un peu loin de tout ce qui est social, mais un peu après j'ai intégré le social dans ma formation, c'est du management digital. Et le social, c'est pour moi, j'étais un peu fascinée depuis toute jeune, tant que je travaillais dans le secteur d'insertion professionnelle et tout, avec une asso ici en France, de milieu incarcéral. Après, actuellement, je suis à Proxité, une association qui est assez connue dans le mentorat et tout, et du parrainage aussi. Donc je viens de découvrir le mentorat, ça fait que 4 mois, et je trouve que vraiment c'est utile, utilité pour le mentor, le mentoré et la famille, derrière c'est l'ensemble. Donc le social pour moi, c'est pourquoi le social, je l'ai choisi parce que tout simplement, je trouve que c'est un secteur qui est, par rapport à l'évolution et tout ça, en ce qui concerne les besoins de... Et ta question? Et ma question pour vous, Madame la Première ministre, c'est qu'allez-vous faire en tant que Première ministre pour développer le mentorat en France, s'il vous plaît? Alors, on a bien avancé quand même sur ce sujet parce que le président de la République nous avait donné un challenge. Il y avait 30 000 jeunes qui étaient accompagnés en 2020. On avait prévu d'en faire 100 000 et on l'a fait en 2021. Et on sera à 200 000 cette année. Et au-delà de ça, vraiment, l'ambition qu'on a, c'est de se dire qu'il faut que chaque jeune qui a besoin d'un coup de main, parce qu'il ne trouve pas dans son environnement proche le soutien, l'accompagnement dont il a besoin, puisse avoir ce droit au mentorat, si je peux dire, que chaque jeune puisse accéder à un mentor. C'est vraiment un enjeu crucial d'égalité des chances. On sait tous que quand vous avez votre famille qui est derrière vous, qui connaît les bonnes orientations, qui connaît la façon de bien présenter son dossier, ou quand vous n'avez pas ça, aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes chances. Avec des personnes qui ont de l'expérience et qui acceptent de donner de leur temps pour tendre la main à un jeune, quel que soit en fait qu'il soit plus jeune ou moins jeune, c'est ça qu'on veut absolument. On veut répondre à cette injustice d'avoir quelqu'un qui joue ce rôle, de vous dire non, cette voie-là, c'est pas forcément la bonne. Si tu veux présenter ton CV, voilà comment le faire. Et puis qui peut vous donner des conseils aussi sur l'orientation. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, sur lequel on a dû
progrès à faire, on va dire l'orientation, et ben c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui peut vous conseiller au moment où vous faites des choix importants pour votre vie. Même si après, moi je suis aussi convaincu que on n'est pas, enfin il faut aussi se baisser un peu la pression. Hein. Quand on vous dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, on a le droit de choisir un premier métier, puis de changer de métier tout au long de sa vie, et je pense que de plus en plus on sera amené à le faire. Mais en tout cas, d'avoir quelqu'un effectivement qui peut vous apporter ce que peut-être votre milieu familial, votre réseau de proximité n'est pas en mesure de vous apporter, c'est fondamental. Et donc, l'objectif, c'est bien, et ça a été fixé par le président de la République, que chaque jeune ait accès à un mentor quand il en a besoin. Merci. Khadija, 16 ans. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'une action que vous avez menée au sein du Conseil municipal des jeunes ? Et puis aussi ta question. Est-ce que les jeunes qui sont dans le conseil municipal peuvent me dire comment ils ont eu cette idée ? Laquelle ? De s'engager dans le conseil municipal. Oui. Justement, moi, j'ai décidé de m'engager dans le conseil municipal des jeunes, car je trouve ça super intéressant que nous, en tant que jeunes, on peut faire entendre notre voix, qu'on puisse essayer de trouver des solutions ou de trouver des actions pour pouvoir améliorer notre ville et y être bien intégré. Et j'avais une question alors, ça marche ? Oui, ça marche. Oui, le conseil municipal des enfants, donc aujourd'hui sur les Mureaux, on a 11 écoles primaires et une école privée. Donc ça veut dire que les 12 écoles élisent des représentants au conseil municipal des enfants, CM1 et CM2. Donc il y a des périodes d'élection, il y a des campagnes électorales, etc. Et ensuite, bien évidemment, ils travaillent en commission et ils travaillent en conseil municipal, sachant qu'ils n'élisent pas parmi eux un maire ou une maire en tant que tel. Mais il reste un seul, c'est ça. Mais par contre, il y a un crédit de 100 000 euros qui peuvent travailler avec nous de telle façon. Et quand on conseille des jeunes, c'est différent. Eux, c'est dans les collèges qu'ils élisent leurs propres représentants. Et après, le conseil des jeunes fait aussi des propositions. Et donc, on considère que pour nous, comme on veut développer la démocratie implicative et non la démocratie participative, obligatoirement, on fait ce qu'on appelle les collectifs des impliqués. Ceux qui, dans les deux sens, sont impliqués, ils peuvent juger, mais inversement, ils peuvent être jugés. Voilà. En fait, je pense que c'est très important que vous ressentiez ça, parce que on a vu les dernières élections municipales, il y a eu un taux d'abstention qui était inédit. Je ne parle même pas de l'élection présidentielle. Et pour moi, c'est très étonnant qu'on n'aille pas voter pour choisir la personne qui va conduire la politique, qui finalement définit votre cadre de vie quotidien. Quand on est dans une ville, c'est bien ça. C'est le maire qui, à la fin, va faire plus d'espaces verts ou moins d'espaces verts, qui va faire plus de crèches ou moins de crèches. Donc je pense que c'est effectivement fondamental que vous puissiez vivre ça le plus tôt possible. Oui, effectivement. Et j'avais une question pour vous, Madame la Première ministre. Je voulais savoir, nous, en tant que femmes, on est beaucoup sujettes à de nombreuses inégalités. Je voulais savoir, vous, en tant que Première ministre et du coup deuxième femme Première ministre de France, ce que vous en pensez. Là aussi, c'est effectivement une question sur laquelle on pourrait faire des heures de discussion. Ça a été la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et il a décidé que ça restait la grande cause de ce nouveau quinquennat, parce que l'égalité femmes-hommes, on ne peut pas dire qu'on a fini le dossier. Donc il reste beaucoup de combats. Il reste des combats, on a dit, sur l'orientation, sur le regard qu'on peut porter sur les femmes au moment du recrutement. Il reste des sujets graves aussi, sur les violences dont les femmes peuvent être victimes. Donc c'est tout un programme d'un quinquennat qui va continuer à porter sur ce sujet-là. Merci. Lola, tu as 17 ans, tu es accompagnée par Capital Fille, tu aimerais faire une prépa, être ingénieure biotechnologie. Madame la Première ministre est polytechnicienne. Qu'est-ce qui pourrait, toi, te faire réussir dans tes études avant de poser ta question ? Eh bien, premièrement, un lieu de travail où on se sent en sécurité et aussi un accompagnement. J'ai de la chance, j'ai été accompagnée par Capital Fille, donc j'ai pas eu peur d'être ambitieuse et de faire des grands choix pour mon orientation. Je veux moi aussi faire Polytechnique, l'école Polytechnique, et j'aimerais vous demander comment vous avez réussi dans ce milieu qui est quand même très masculin. En fait, c'est assez difficile à dire parce que c'est vrai qu'on y est plongé depuis toute petite, finalement.
Et c'est pas forcément quelque chose qui vous saute aux yeux, je trouve, au départ. En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup dans l'histoire personnelle qui peut jouer. Je vous disais que moi, je m'étais engagé dans les sciences parce que c'est un univers qui me paraissait rationnel, ce qui n'est pas forcément le cas de la vie. Puis j'ai aussi un rôle modèle, une maman qui s'est retrouvée toute seule à élever ses 2 filles. Donc, quelque part, ça vous dit que les femmes, elles peuvent aussi assumer ça, d'élever seules leurs enfants, y compris dans des conditions pas forcément simples. Ensuite, objectivement, je pense que dans des milieux d'ingénieurs où c'est à ce point déséquilibré, quelque part, les garçons, ils sont quand même plutôt contents de se dire qu'il y a quand même des filles aussi qui viennent dans ces filières. Donc, je pense que ça va bien se passer. Alors Camille, tu as un master et tu es actuellement bénévole au Rocher. Tu peux peut-être nous dire quelques mots et puis poser ta question. Déjà, bonjour à tous. Bonjour Madame la Première ministre. Alors moi, je suis au Muro depuis que j'ai 5 ans. Donc j'ai fait toute ma scolarité ici. Et je suis donc maintenant, comme Jean-Marc le disait, je suis en master sur Paris en alternance chez GRDF en tant que contrôleuse de gestion RH. Et je suis également bénévole au Rocher des Cités au Muro qui est juste à côté. Et c'est une association qui aide les jeunes et les familles au cours d'actions sociales, culturelles et sociales et culturelles. Et du coup, moi, je m'occupe de l'insertion là-bas. Donc j'aide les jeunes à rechercher des stages, leur alternance, à faire leur CV, leur lettre de motivation, etc. Et je suis très contente d'être dans cette association-là, surtout au Muro. Et j'avais une question. Les enjeux climatiques, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, on peut en parler, là. Ouais, et je crois qu'on le vit. C'est la bonne journée. Et je voulais savoir comment vous alliez intégrer cet aspect-là à votre politique et à vos futures décisions. En fait, il faudrait prévoir 3 jours d'échange, je crois, sur tous ces sujets. Bon, évidemment, moi, j'aurai l'occasion de développer ces sujets, mais je pense que le point important, et c'est ce que le président, alors candidat, a annoncé quand il était à Marseille, vous savez, c'est de se dire qu'il faut que cette préoccupation du changement climatique, de la lutte contre le dérèglement climatique, soit au cœur de toutes les politiques. Comme je suis beaucoup plus vieille que vous, moi j'ai vécu à une époque où il y avait des gens climato-sceptiques qui vous disaient non, on a beaucoup exagéré ces sujets de réchauffement climatique, ça va s'arranger tout seul, ou bien ça n'a pas de rapport avec l'action des humains. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout entendre, mais en tout cas, je pense que l'importance, l'urgence de lutter contre le dérèglement climatique est à peu près largement partagée. Compte tenu de la marche qu'il y a à faire, quand on dit, par exemple, vous voyez, on vise la neutralité carbone en 2050, ça a l'air simple, c'est une transformation radicale de tout, de notre façon de produire, de se déplacer, de se loger. Et c'est pour ça que le président de la République a annoncé que c'est le Premier ministre qui va être en charge de la planification écologique avec des ministres pour porter ces politiques dans tous les territoires. Pour, évidemment, c'est pas l'État qui va faire tout seul. Donc pour le faire avec les collectivités qui ont beaucoup de leviers, et puis un autre ministre qui sera sur la planification énergétique, parce qu'on a des choix majeurs à faire pour sortir des énergies fossiles. Non seulement c'est un enjeu en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas très heureux de dépendre du gaz russe, par exemple. Heureusement, la France est beaucoup plus indépendante de ce point de vue-là. Mais donc, si on veut gagner cette bataille de la lutte contre le dérèglement climatique, et on n'a pas le choix, il faut que toutes les politiques intègrent cette dimension. Tous les choix qu'on fait intègrent cette dimension. Marina, tu es scolarisée également au lycée Vaucanson des Mureaux, en seconde professionnelle. Tu es mentorée par un homme fondateur d'un fonds d'investissement, Ivesta. Vos premiers échanges étaient exceptionnels, tu m'as dit. Alors raconte-nous. Bonjour à tous, je m'appelle Marina du lycée Vaucanson, je suis en seconde.
Et à ma première rencontre avec Rémi, j'ai pu rencontrer sa famille. On a déjeuné chez lui, puis on a parti au musée décoratif à Paris. Et j'ai une question à vous. Madame la Première ministre, avez-vous pu mentorer une fille? Absolument. J'ai mentoré une jeune femme qui est formidable, qui s'appelle Bérénice, que j'avais rencontrée dans une émission, qui est une jeune femme qui avait un master en droit de l'environnement et de l'urbanisme. Dans mon long parcours professionnel, compte tenu de mon grand âge, c'est des sujets auxquels j'avais eu l'occasion de m'intéresser. Et vous voyez, Bérénice, elle avait fait beaucoup d'efforts pour avoir ce master et elle ne trouvait pas de travail. Et je pense qu'elle ne trouvait elle avait d'autant plus de mal à trouver un travail qu'elle n'avait même pas l'idée des types de métiers auxquels elle pouvait prétendre. Ça nous interroge quand même sur comment ça se fait que tout au long de son parcours, on n'ait pas dit « je fais cette formation parce qu'un métier m'intéresse » et qu'on arrive à avoir le diplôme en se disant « tiens, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce diplôme ?» Voilà. Et donc, du coup, Bérénice, moi j'ai été très heureuse de l'aider, déjà pour qu'on regarde ensemble à quel métier son master pouvait la préparer, lui donner des conseils sur où elle pouvait appeler, comment elle pouvait effectivement se présenter. Et puis, une autre dimension qui est un peu peut-être répétitive, qu'elle ait confiance en elle. Parce que vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, là encore, je le redis, qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se disent « mais non, mais je ne vais pas y arriver ». Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est... Enfin, moi, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, elle a un métier, un emploi qui lui plaît. Et voilà, je souhaite vraiment que tous, et y compris moi, on puisse continuer à accompagner des jeunes femmes pour qu'elles puissent trouver leur voie, qu'elles puissent valoriser les diplômes qu'elles ont obtenus ou qu'elles puissent être accompagnées pour choisir les études qu'elles vont faire. Merci. Anaïs, tu es sur un parcours d'insertion avec Insercit, donc sur un parcours du numérique. Donc numérique, ça fait très moderne. Par contre, je crois que tu aimes un peu moins le mot insertion. Alors, en effet, bonjour Madame la Première ministre, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Anaïs. Je suis partie d'un parcours assez classique. J'ai un bac littéraire, j'ai fait une année de prépa, une première année en école d'art. Et puis après, les aléas de la vie, je me suis éloignée un peu de tout ça. Et j'ai réussi à revenir sur le terrain grâce à toutes les structures qui existent. Je citerai notamment la mission locale qui m'a beaucoup aidée, le 2C, l'école de la deuxième chance de Magnanville représente, et Insercit, du coup, qui est à la fois chantier d'insertion et boîte de communication, où je fais actuellement mon parcours en tant que web designer, graphiste. Et moi, le terme d'insertion, c'est vraiment un terme que j'apprécie de moins en moins, parce que quand on se présente et qu'on dit qu'on vient de l'insertion, que je suis en contrat d'insertion, c'est souvent associé à la réinsertion carcérale. C'est aussi très... En fait, c'est un mot que je pense qu'il va falloir revaloriser, mettre en avant, peut-être parce que ça vient peut-être d'un manque d'information. Mais oui, c'est un terme... Donc, tu nous proposes de changer le mot insertion, je crois. Voilà. C'est une proposition, Madame la Première ministre. Juste, je peux dire quelque chose, excusez-moi. C'est un terme que je bannis, insertion. Vous le savez. Et parce que insertion, ça fait régression. C'est comme demain, si on me dit, tiens, tu vas aller en insertion. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le terme mise en activité que... Alors, peut-être trouver un terme qui ne soit pas négatif. Et c'est vécu pour beaucoup comme un terme négatif. En fait, excusez-moi... Je ne dis pas forcément que le terme est négatif, mais je pense qu'il faut vraiment lui redonner son image, parce que pour l'instant, ça fait vraiment... ça lie tout de suite à des gens qui ont, par exemple, quitté l'école très jeune, ce qui est le cas pour certains, mais pas pour tout le monde. Et c'est un mot qu'on met tout de suite dans une case, et on est tout de suite catégorisé comme des personnes qui sommes moins à même, justement, d'entrer dans des métiers. Et voilà.
C'est un problème qu'on considère que des personnes qui ont eu des parcours chahutés, on ne s'intéresse pas, on n'a pas envie de les aider précisément à trouver un métier. Vous voyez, je pense que si le terme d'insertion, c'est une petite lumière rouge qui s'allume dans la tête pour se dire c'est une personne qu'il faut aider parce qu'elle a pu avoir un petit accident ou elle n'a pas eu toutes les chances. Et donc du coup, même si elle n'a pas exactement le profil auquel j'avais pensé, eh ben, je vais m'adapter à elle. Vous voyez, je pense que moi j'ai plus envie qu'on change la logique, qu'on se dise que les entreprises, c'est leur job d'insérer des profils différents plutôt que de renoncer au terme d'insertion. Parce que moi j'y crois beaucoup, vous voyez. Muriel, de l'association des déterminés, je crois que tu as une question directement sur des échanges. Bonjour Madame la Première ministre, je m'appelle Muriel, j'ai 23 ans et je suis actuellement porteuse de projet au sein de l'association Les Déterminés qui m'accompagne justement à structurer mon entreprise. Et j'ai créé Utopia Paris, qui est une marque justement qui permet de créer des cosmétiques adaptés aux cheveux crépus à boucler. Et par rapport à ça, je crée des cosmétiques qui font du Made in France et qui sont réalisés à partir d'ingrédients phares du continent africain. Et je collabore beaucoup avec le continent africain. Et j'aimerais savoir si dans votre programme, vous avez prévu de faciliter les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique. Voilà, merci. Oui, alors je vais peut-être pas développer tous les sujets aujourd'hui. En tout cas, je pense que vous pointez là aussi des enjeux qui sont très importants. Alors, on pourrait parler de l'impact du dérèglement climatique sur l'Afrique, qu'il faille évidemment permettre à ce continent africain qui est très proche de nous de développer son économie, d'avoir effectivement des emplois aussi, des emplois de qualité pour permettre aux jeunes de trouver le métier qui leur plaît aussi au service de l'économie de leur pays. Je pense que c'est des vrais enjeux et donc il faudra aussi qu'on s'en occupe. Merci. Alors Yumna, avec un parcours, avec un changement d'orientation en cours de parcours, tu veux peut-être en dire quelques mots et poser ta question ? Merci. Bonjour à tous, bonjour Madame la Première ministre. Alors je me présente, donc je m'appelle Yumna, j'ai 23 ans. Donc du coup j'ai un parcours scolaire en fait qui est principalement dans l'administration. Donc j'ai eu en 2018 mon BTS assistante de manager. Suite à ça j'ai voulu continuer mes études, sauf que ça n'a pas pu se faire parce que je manquais de compétences dans le domaine de la communication. Du coup, j'ai enchaîné en fait directement avec un service civique et par la suite des missions en intérim. Récemment, donc du coup, j'ai décroché mon CDI en intérim, dans le domaine de l'intérim. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est plus un domaine qui m'intéresse. Et du coup, je voulais absolument revenir dans le domaine de la communication. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis en pleine reconversion professionnelle. Et là, en ce moment, donc, je suis avec l'association Insersite, justement, qui est dans le numérique. Et du coup, donc, ils m'aident justement à me reconvertir dans ce milieu-là. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'il y a une autre association qui m'a beaucoup aidée justement avant cette reconversion professionnelle. C'est l'Académie des Pluriels. Parce que du coup, j'ai assisté en fait à la COP-J au mois de mars dernier. Et justement, en fait, ils m'ont permis déjà d'accepter ma situation, si je puis dire. De justement apprendre à mieux me connaître, parce que ça aussi c'est très important si on veut avancer professionnellement, et justement à prendre confiance en moi, justement au niveau de la parole, au niveau de mes projets, et justement à croire justement en ce que je suis capable de faire. Et ta question? Donc, voilà. Ma question, donc justement ma question, donc je reviens au niveau de la reconversion professionnelle. Je voudrais savoir justement ce que vous proposez pour les jeunes, parce que souvent quand on parle de reconversion professionnelle, on parle souvent de ceux qui ont beaucoup d'expérience, donc pas de ceux, on va dire, qui ont la vingtaine ou autre. Voilà. Et du coup, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous proposez quelque chose ou pas? Là, sur moi, oui. Non, mais par exemple, l'apprentissage, c'est une voie qui est très bien. Moi, je pense, vous savez, qu'on est un peu dans un schéma où on se dit, on fait ses études au lycée, on passe son bac, et puis on part pendant des années, de plus en plus d'années, pour avoir le diplôme qui va vous permettre d'arriver dans le métier auquel vous êtes supposé rêver depuis que vous êtes tout petit. Je pense que ça ne se passe pas forcément comme ça. Et qu'évidemment, il faut qu'on puisse accompagner des parcours dans lesquels parfois vous avez décroché et il faut qu'on puisse vous retendre la main pour remonter sur le cheval, ou vous êtes parti dans une voie et tout compte fait, c'est pas la voie qui vous plaît, ou vous allez avoir un métier que vous avez envie d'exercer pendant quelques années, et puis vous avez aussi envie de changer.
Et je ne vais pas vous faire le catalogue des dispositifs qui existent, mais honnêtement, tout est possible. Tout est possible. Pour repartir dans une autre voie, en apprentissage, en contrat de professionnalisation quand on est jeune, pour se reconvertir plus tard. Et là, c'est des dispositifs nouveaux qu'on a créés dans le précédent quinquennat. Donc je pense qu'il faut que chacun se dise que l'outil, il existe. Il y a des missions locales, par exemple, qui peuvent vous aider, Pôle emploi qui peut aussi vous aider. Il faut qu'on rende le plus accessible. Nous, on avait fait un site « Un jeune, une solution » qui essaye d'aider aussi les jeunes. En fait, il faut se dire que tout est possible dans les rebonds, dans les reconversions. Vous avez mentionné l'école de la deuxième chance, c'est aussi des outils formidables. Et notre défi, c'est peut-être que les jeunes le sachent. Et je pense qu'il faut encore travailler pour que les jeunes sachent qu'on est capable d'accompagner des parcours, des reconversions, et même plus tard, donc tout au long de la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a encore plein de questions, mais je pense qu'on vous êtes attendus. Évidemment, vous avez déjà un agenda bien chargé. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Et vraiment, vous pouvez compter sur moi pour soutenir les jeunes femmes dans leurs rêves, dans la mise en œuvre de leurs projets. Un grand merci à toutes. Voilà, Elisabeth Borne, la Première ministre, au Murau, donc à la rencontre de ces jeunes femmes et de ces jeunes filles. Une discussion en mode grand débat. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a eu le sentiment de retourner quelques années en arrière, Valérie. Oui, c'est vrai que c'est un exercice dans lequel d'ailleurs la Première ministre est apparue très à l'aise. Ouais. Elle a, pardon de l'expression que nous détestons tous autour de cette table, mais faute d'en trouver une meilleure, elle a un peu fendu l'armure, puisqu'elle a expliqué pourquoi elle avait été attirée par les sciences, parce qu'elle avait eu un parcours de vie difficile et que les sciences et leur logique, leur côté rationnel, lui avaient donné un côté rassurant qui l'avait aidé dans une période difficile de sa vie. On le rappelle brièvement, Elisabeth Borne a été pupille de la nation à partir de ses 11 ans, à la disparition de son père, et elle l'a dit d'ailleurs, sa mère a élevé seule ses 2 filles, et ça n'a pas toujours été très facile. Elle dit d'ailleurs que sa mère est un rôle modèle pour elle. Ouais. C'est assez rare, ce genre de confidence, quelques jours après avoir été nommée à Matignon, et je trouve que, bien sûr, les échanges ont été intéressants, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, cet engagement en faveur de la cause des femmes et de la place des femmes et de l'égalité femmes-hommes, mais j'ai trouvé personnellement que le passage qui était le plus étonnant pour moi, pour cette femme très pudique, c'était le moment où elle a parlé d'elle.